Le dimanche 18 juin 1991, Céline Dubois, une jeune femme de 24 ans originaire de Reims, en Champagne-Ardenne, disparut mystérieusement durant ce qui devait être une simple promenade dominicale dans sa Peugeot 205 rouge, qu'elle avait reçue en cadeau de ses parents pour son 22e anniversaire, et qu'elle adorait conduire sur les routes de campagne pour échapper au stress de son travail d'infirmière à l'hôpital Saint-Rémy. Céline était une jeune femme indépendante et responsable, connue de tous comme étant extrêmement ponctuelle et organisée, qui n'avait jamais fait preuve d'imprudence ni de comportement imprévisible au cours de sa vie ordonnée et méthodique. Ce dimanche matin, elle avait annoncé à ses parents qu'elle souhaitait faire une promenade seule pour réfléchir à sa récente rupture avec son petit ami Thomas Mercier, un mécanicien de la région avec qui elle entretenait une relation tumultueuse depuis 3 ans et qui était devenu de plus en plus possessif et jaloux au fil du temps. Vêtue d'une robe d'été jaune à fleurs blanches et de sandales confortables, Céline avait embrassé ses parents vers 14h30 et leur avait promis d'être de retour avant 18h pour le dîner familial dominical qu'ils partageaient religieusement chaque semaine depuis son enfance. Elle avait emporté avec elle son sac à main en cuir marron contenant son portefeuille, ses clés, un petit carnet dans lequel elle avait l'habitude d'écrire ses pensées et ses réflexions, et son téléphone portable Nokia, un modèle récent mais encore rare en 1995. Quand 18 Rennes arriva sans nouvelles de Céline, ses parents Philippe et Martine Dubois commencèrent à s'inquiéter, mais ils se dirent qu'elle avait peut-être décidé de prolonger sa promenade pour profiter de cette belle journée ensoleillée. Cependant, lorsque 20h puis 22h passèrent sans aucun signe de leur fille et que ses appels téléphoniques demeuraient sans réponse, ils comprirent qu'il s'était passé quelque chose de grave et contactèrent immédiatement la gendarmerie locale, déclenchant une recherche qui allait durer des années sans produire la moindre piste tangible. Avant de continuer cette histoire, dites-nous en commentaire de quel pays et ville vous écoutez cette histoire. L'enquête initiale menée par la gendarmerie de Reims, dirigée par le capitaine Michel Rousseau, un officier expérimenté avec 15 ans d'expérience dans les affaires de personnes disparues, mobilisa immédiatement tous les moyens disponibles pour retrouver Céline Dubois et sa Peugeot 205 rouge, organisant des battues dans toute la région champardonnaise et établissant des barrages routiers sur les principales voies de circulation. Les premiers jours de recherche se concentrèrent sur les routes rurales que Céline empruntait habituellement lors de ses promenades dominicales, notamment les chemins qui serpentaient à travers les vignobles et les villages pittoresques des environs de Reims, où elle aimait s'arrêter pour photographier les paysages et prendre des notes dans son carnet personnel. Malgré l'aide de dizaines de gendarmes, de pompiers volontaires et de civils qui participaient bénévolement aux recherches, aucune trace de Céline ou de son véhicule ne fut découverte pendant les premières semaines cruciales de l'enquête. L'investigation révéla que Céline avait fait le plein d'essence dans une station-service de la périphérie de Reims vers 15h15, où elle avait été aperçue pour la dernière fois par le gérant qui se souvenait d'elle parce qu'elle avait acheté une carte routière de la région et avait demandé des directions pour se rendre dans un petit village appelé Sainte-Menehould, situé à environ 80 km à l'est de Reims. Cette information orienta les recherches vers cette région de la Marne, mais malgré des investigations approfondies dans tous les villages environnants, aucun témoin ne put confirmer que Céline était effectivement arrivée à destination ou qu'elle avait été vue dans cette zone. L'enquête examina également la possibilité que la disparition de Céline soit liée à sa récente rupture avec Thomas Mercier, qui fut interrogé à plusieurs reprises et dont l'alibi pour le dimanche 18 juin fut vérifié minutieusement. Thomas, qui travaillait comme mécanicien dans un garage de Reims, affirma qu'il avait passé tout l'après-midi du dimanche chez sa mère en compagnie de plusieurs membres de sa famille, ce qui fut confirmé par de nombreux témoins, éliminant ainsi la piste d'un crime passionnel. Au fur et à mesure que les semaines puis les mois passaient sans aucune découverte significative, l'enquête commença à stagner et les autorités furent contraintes d'envisager la possibilité que Céline ait été victime d'un accident tragique dans une zone isolée où son véhicule n'avait pas encore été découvert, ou qu'elle ait été enlevée par un individu inconnu qui l'avait emmenée loin de la région. 8 années s'écoulèrent dans un mélange de douleurs persistantes et d'espoir qui s'amenuisait progressivement,
pendant lesquelles la famille Dubois, menée par le frère aîné de Céline, Antoine, qui avait alors 32 ans et travaillait comme journaliste pour l'Union, le journal local de Reims, refusa obstinément d'abandonner les recherches et continua une investigation privée qui devint progressivement une obsession personnelle. Antoine, qui avait retardé sa carrière et sa vie personnelle pour se consacrer entièrement à la recherche de sa sœur disparue, développa une expertise remarquable dans les techniques d'investigation, établissant un réseau de contacts dans la police, la gendarmerie et même parmi les détectives privés qui acceptaient de l'aider bénévolement. Chaque week-end, Antoine parcourait des centaines de kilomètres à travers la France, suivant la moindre piste, interrogeant les témoins potentiels et visitant les morgues et les hôpitaux pour vérifier si un corps non identifié pourrait correspondre à sa sœur. Ses parents, Philippe et Martine, vieillis prématurément par le chagrin et l'incertitude, maintenaient la chambre de Céline exactement comme elle l'avait laissée le matin de sa disparition, espérant secrètement son retour tout en redoutant d'apprendre la vérité sur son sort. L'affaire Céline Dubois était devenue un cas emblématique dans la région, régulièrement relancé par les médias locaux lors des anniversaires de sa disparition, et plusieurs émissions de télévision nationales avaient consacré des reportages à cette énigme qui défait toutes les tentatives d'explication rationnelle. En 2003, 8 ans après la disparition, Antoine reçut un appel téléphonique qui allait changer radicalement le cours de l'enquête et raviver l'espoir de toute la famille. L'appel provenait d'un employé d'une entreprise de garde-meubles située à Clermont-Ferrand, dans le département du Puy-de-Dôme, à exactement 320 km de Reims, qui l'informait qu'une Peugeot 205 rouge, correspondant à la description du véhicule de Céline, avait été découverte dans une unité de stockage qui n'avait pas été payée depuis plusieurs mois et qui allait être saisie par la société. L'employé, qui suivait l'affaire Céline Dubois depuis des années à travers les médias, avait immédiatement fait le rapprochement quand il avait ouvert l'unité de stockage et découvert le véhicule, dont la plaque d'immatriculation correspondait exactement à celle de la jeune femme disparue. Cette découverte représentait la première piste tangible depuis 8 ans, et Antoine se rendit immédiatement à Clermont-Ferrand accompagné d'un gendarme pour examiner le véhicule et tenter de comprendre comment il avait pu se retrouver dans cette ville où Céline n'avait, à leur connaissance, aucune relation ni aucune raison de se rendre. L'examen de la Peugeot 205 rouge de Céline dans l'unité de stockage de Clermont-Ferrand révéla des indices troublants qui transformèrent immédiatement l'enquête d'une simple affaire de personnes disparues en une investigation criminelle complexe aux ramifications potentiellement nationales. La voiture était dans un état de conservation remarquable, comme si elle avait été soigneusement entretenue et protégée pendant les 8 années où elle était restée cachée dans ce garde-meuble. Mais elle présentait des signes évidents de manipulation et de nettoyage méticuleux, qui suggéraient qu'elle avait été délibérément dissimulée par quelqu'un qui connaissait l'importance de cette pièce à conviction. Le plus troublant était la découverte, dans la boîte à gants, d'une cassette audio étiquetée « Pour Antoine » de la main de Céline. Une cassette qui avait été soigneusement cachée sous les papiers du véhicule et qui contenait un enregistrement de 10 minutes, réalisé par Céline elle-même, dans des circonstances qui allaient révéler la véritable nature de sa disparition. L'enregistrement, réalisé sur un magnétophone portable que Céline emportait parfois lors de ses promenades pour enregistrer ses réflexions, commençait par sa voix tremblante mais reconnaissable, expliquant qu'elle se trouvait en danger et qu'elle avait découvert quelque chose qui mettait sa vie en péril. « Antoine, si tu écoutes ceci, c'est que je ne suis plus là pour te le dire moi-même », déclarait-elle au début de l'enregistrement. « J'ai découvert quelque chose sur Thomas, quelque chose de terrible, et je crois qu'il sait que je sais. Il fait partie de quelque chose de plus grand, une organisation qui fait disparaître des femmes. » L'enregistrement révélait que Céline avait découvert que Thomas Mercier était impliqué dans un réseau de trafic d'êtres humains qui opérait dans toute la région est de la France, utilisant son garage comme point de transit pour des femmes qui étaient ensuite acheminées vers d'autres destinations européennes. Selon ses explications sur la cassette, Céline avait fait cette découverte terrifiante en trouvant des documents compromettants et des photographies dans l'appartement de Thomas. Et elle avait réalisé que plusieurs disparitions de jeunes femmes dans la région au cours des dernières années
étaient probablement liées à cette organisation criminelle. La cassette contenait également des noms, des lieux et des détails sur les méthodes utilisées par ce réseau, transformant cet enregistrement en une pièce à conviction cruciale qui pourrait permettre de démanteler une opération criminelle d'envergure internationale. L'enquête révéla que l'unité de stockage avait été louée sous un faux nom par un individu qui avait payé plusieurs années de loyer à l'avance en espèces, suggérant une planification minutieuse et des ressources financières importantes, ce qui confirmait l'existence d'une organisation criminelle sophistiquée plutôt que d'un crime isolé. L'enquête qui suivit la découverte de la cassette audio de Céline mobilisa les ressources combined de la police judiciaire, de la gendarmerie nationale et d'Interpol, car les informations contenues dans l'enregistrement révélaient l'existence d'un réseau de trafic d'êtres humains qui s'étendait bien au-delà des frontières françaises et qui avait opéré impunément pendant des années. Thomas Mercier, confronté aux accusations contenues dans la cassette de Céline, nia initialement toute implication dans des activités criminelles. Mais lorsque les enquêteurs perquisitionnèrent son garage et son domicile, ils découvrirent des preuves accablantes qui confirmaient entièrement les révélations de la jeune femme disparue. Parmi les éléments saisis figuraient des documents falsifiés, des passeports de différentes nationalités, des photographies de femmes qui correspondaient à des avis de recherche émis dans plusieurs pays européens, et surtout, un carnet détaillé dans lequel Thomas avait méticuleusement enregistré les noms, les dates et les destinations de dizaines de femmes qui avaient été victimes de ce réseau criminel. L'analyse de ces documents révéla que Thomas Mercier n'était qu'un maillon d'une chaîne criminelle beaucoup plus vaste, dirigée par un individu identifié seulement sous le nom de code, le directeur, qui coordonnait les opérations depuis une base située en Belgique et qui supervisait un réseau de complices dans toute l'Europe occidentale. Les enquêteurs découvrirent également que le garage de Thomas servait de point de transit temporaire où les victimes étaient détenues avant d'être acheminées vers des destinations finales en Allemagne, aux Pays-Bas et même en Europe de l'Est, où elles étaient vendues à des organismes de prostitution forcée ou d'exploitation par le travail. Confronté à cette évidence overwhelming, Thomas Mercier accepta finalement de coopérer avec les autorités en échange d'une réduction de peine, révélant des détails cruciaux sur le fonctionnement du réseau et, plus important encore, sur le sort de Céline Dubois et de plusieurs autres femmes qui avaient été portées disparues dans la région au cours des dernières années. Selon ses aveux, Céline avait été enlevée le 18 juin 1995, après avoir confronté Thomas avec ses découvertes, et elle avait été immédiatement transférée vers une maison de transit gérée par l'organisation dans la région de Clermont-Ferrand, où elle était détenue avec d'autres victimes en attendant d'être acheminée vers sa destination finale. Cette révélation donna un nouvel espoir à la famille Dubois et aux enquêteurs, car elle suggérait que Céline pourrait encore être en vie quelque part en Europe, retenue contre son gré mais potentiellement localisable, grâce aux informations fournies par Thomas et aux efforts coordonnés des forces de police européennes. Les informations fournies par Thomas Mercier menèrent à une opération policière internationale d'envergure exceptionnelle, coordonnée par Europol et impliquant les forces de police de 6 pays européens, qui visa à démanteler simultanément l'ensemble du réseau criminel et à libérer toutes les victimes qui étaient encore détenues dans les différentes installations contrôlées par l'organisation. L'opération baptisée « Liberté » fut lancée à l'aube du 15 mars 2003, avec des raids coordonnés dans 15 locations différentes, réparties entre la France, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie et l'Espagne, mobilisant plus de 200 policiers et agents spécialisés dans les opérations de sauvetage. La maison de transit de la région de Clermont-Ferrand, située dans une ferme isolée à 25 km du centre-ville, fut la première à être investie par les forces spéciales françaises, qui découvrirent une installation sordide où 12 femmes de différentes nationalités étaient détenues dans des conditions épouvantables, privées de liberté et soumises à un régime de terreur psychologique conçu pour briser leur résistance. Parmi ces femmes, les sauveteurs trouvèrent Céline Dubois, maintenant âgée de 32 ans, physiquement affaiblie par 8 années de captivité mais mentalement forte et déterminée à témoigner contre ses ravisseurs pour s'assurer que justice soit rendue.
et que d'autres femmes ne subissent pas le même sort. L'état de Céline témoignait des épreuves terribles qu'elle avait endurées pendant sa captivité, mais elle avait conservé sa lucidité et sa détermination, et elle fut capable de fournir aux enquêteurs des informations détaillées sur l'organisation criminelle, ses méthodes et les identités de plusieurs responsables qu'elle avait observés au cours de ces années de détention. Les autres raids simultanés menés dans les différents pays européens permirent de libérer au total 47 femmes qui étaient retenues captives, d'arrêter 32 individus impliqués dans le réseau à différents niveaux, et de saisir des documents, des fonds et des biens d'une valeur estimée à plusieurs millions d'euros. Le mystérieux directeur fut identifié comme étant Marcel Van Houten, un homme d'affaires belge de 58 ans qui dirigeait officiellement une société d'import-export, mais qui était en réalité le cerveau de cette organisation criminelle internationale qu'il avait développée progressivement au cours des 15 dernières années. Van Houten fut arrêté à son domicile de Bruxelles sans résistance, et les documents saisis chez lui révélèrent l'ampleur véritable de ses activités criminelles, incluant des liens avec d'autres réseaux criminels internationaux et des preuves de corruption impliquant des fonctionnaires de plusieurs pays européens. L'opération Liberté devint un modèle de coopération policière internationale dans la lutte contre le trafic d'êtres humains, et elle reçut une couverture médiatique extensive qui sensibilisa le public européen à l'ampleur de ce type de criminalité organisée. Le procès de Marcel Van Houten et de ses complices, qui se tint à Bruxelles dans le cadre d'une procédure judiciaire européenne coordonnée, devint l'un des procès les plus médiatisés et les plus significatifs de l'histoire récente de la justice européenne dans la lutte contre le trafic d'êtres humains. Céline Dubois, maintenant libre après 8 années de captivité, témoigna avec un courage remarquable devant la cour, décrivant en détail les méthodes utilisées par l'organisation pour recruter, transporter et exploiter leurs victimes, et fournissant des témoignages cruciaux qui permirent au procureur d'établir la culpabilité des accusés, au-delà de tout doute raisonnable. Son témoignage, livré d'une voix claire et déterminée malgré les traumatismes qu'elle avait subis, révéla l'ampleur de la souffrance infligée aux victimes, mais aussi leur résistance et leur dignité face à l'oppression, inspirant d'autres survivantes à témoigner à leur tour et contribuant à installer une atmosphère de vérité et de justice dans la salle d'audience. Les preuves présentées devant la cour montrèrent que l'organisation dirigée par Van Houten avait été responsable de la disparition et de l'exploitation de plus de 200 femmes au cours des 15 années de son existence, générant des profits estimés à plus de 50 millions d'euros, qui avaient été blanchis à travers un réseau complexe de sociétés écrans et de comptes bancaires offshore. Thomas Mercier, qui avait coopéré avec les autorités, reçut une sentence de 15 ans de prison ferme, tandis que Marcel Van Houten fut condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, une sentence qui reflétait la gravité exceptionnelle de ces crimes et leur impact sur des centaines de victimes et leurs familles. Les autres membres du réseau reçurent des sentences allant de 5 à 25 ans de prison, selon leur niveau d'implication et leur degré de coopération avec la justice. Le procès établit également des précédents juridiques importants pour la poursuite des crimes transnationaux et la protection des victimes de trafic d'êtres humains, avec la création de nouveaux mécanismes de coopération judiciaire entre les pays européens et l'établissement de protocoles améliorés pour le soutien psychologique et la réintégration des survivantes. Céline Dubois, qui avait initialement été réticente à l'idée de témoigner publiquement, devint rapidement une figure emblématique de la lutte contre le trafic d'êtres humains, et elle accepta de partager son histoire lors de conférences internationales et de programmes éducatifs pour sensibiliser le public à cette forme de criminalité et encourager d'autres victimes à demander de l'aide. La famille Dubois, réunie après 8 années de séparation et d'incertitude, commença le long processus de guérison et de reconstruction, avec l'aide de psychologues spécialisés dans le traitement des traumatismes liés à la captivité prolongée et le soutien inconditionnel d'une communauté qui avait suivi leur épreuve avec compassion et solidarité. La réintégration de Céline dans la société française après 8 années de captivité représenta un défi complexe qui nécessita l'intervention coordonnée de psychologues spécialisés,
de travailleurs sociaux et de sa famille, qui s'adapta avec patience et amour aux besoins d'une femme qui avait été profondément transformée par son épreuve, mais qui conservait une force intérieure remarquable et une détermination à reconstruire sa vie. Les premiers mois après sa libération furent particulièrement difficiles, car Céline dut réapprendre à vivre en liberté, à prendre des décisions autonomes et à faire confiance aux autres après des années de contrôle et de manipulation psychologique, tout en traitant les traumatismes physiques et émotionnels qu'elle avait subis pendant sa captivité. Docteur Marie-Claire Fontaine, une psychiatre spécialisée dans le traitement des victimes de traite d'êtres humains, travailla étroitement avec Céline pour l'aider à surmonter les effets du stress post-traumatique et à développer les outils psychologiques nécessaires pour gérer les flashbacks, les cauchemars et les périodes d'anxiété qui accompagnaient souvent les survivantes de ce type d'expérience. Antoine Dubois, qui avait consacré 8 années de sa vie à rechercher sa sœur, joua un rôle crucial dans son processus de guérison, l'accompagnant dans ses rendez-vous médicaux, l'aidant à se réadapter aux technologies modernes qui avaient évolué pendant sa captivité, et lui fournissant le soutien émotionnel constant dont elle avait besoin pour reconstruire sa confiance en elle-même et en l'avenir. Les parents de Céline, Philippe et Martine, maintenant âgés respectivement de 67 et 65 ans, découvrirent une fille transformée par son épreuve, mais dont l'essence fondamentale était restée intacte, et ils s'adaptèrent avec une patience infinie à ses besoins spécifiques, tout en célébrant chaque petit progrès dans son processus de guérison. Céline exprima le désir de reprendre une formation professionnelle pour devenir counselor spécialisé dans l'aide aux victimes de trafic d'êtres humains, estimant que son expérience personnelle, bien que tragique, pouvait être transformée en une force positive pour aider d'autres survivantes à surmonter leur traumatisme et à reconstruire leur vie. Cette décision fut soutenue par toute sa famille et par les professionnels qui l'accompagnaient, car elle représentait non seulement une étape importante dans sa propre guérison, mais aussi un moyen de donner un sens à son expérience et de contribuer à la prévention de crimes similaires. L'histoire de Céline Dubois devint un symbole d'espoir et de résilience, prouvant que même dans les circonstances les plus difficiles, l'esprit humain peut conserver sa capacité de guérison et de reconstruction, et que l'amour et le soutien d'une famille peuvent surmonter les traumatismes les plus profonds. Sa cassette audio, qui avait été la clé de sa libération, fut préservée comme pièce historique dans les archives judiciaires européennes, témoignant de son courage et de sa détermination à révéler la vérité même dans les moments les plus sombres de sa captivité. Au cours des années qui suivirent sa libération, Céline Dubois se transforma progressivement d'une survivante cherchant à guérir en une militante active et respectée dans la lutte contre le trafic d'êtres humains, utilisant son expérience douloureuse mais sa perspective unique pour éduquer le public, former les forces de l'ordre et soutenir d'autres survivantes dans leur processus de guérison et de réintégration. Après avoir terminé sa formation en psychologie et obtenu une spécialisation en traumatologie, Céline établit un centre de soutien pour les victimes de traite d'êtres humains à Reims, le Centre Céline Dubois, qui devint rapidement un modèle de soins intégrés et de réhabilitation pour les survivantes de ce type de crime. Le centre, financé par des dons privés et des subventions européennes, offrait une gamme complète de services incluant un soutien psychologique, une assistance juridique, une formation professionnelle et un hébergement temporaire pour les femmes qui avaient été libérées de situations de traite mais qui n'avaient pas d'endroit sûr où aller. Céline travailla également en étroite collaboration avec les autorités policières européennes pour développer des protocoles améliorés pour l'identification et le sauvetage des victimes, utilisant son expérience personnelle pour aider les enquêteurs à mieux comprendre les méthodes utilisées par les trafiquants et les traumatismes subis par leurs victimes. Son témoignage dans les écoles, les universités et les centres communautaires sensibilisa des milliers de jeunes aux dangers du trafic d'êtres humains et aux signaux d'alarme qui pouvaient indiquer qu'une personne était en danger d'être victime de ce type de crime. Antoine Dubois, inspiré par le courage et la détermination de sa sœur, écrivit un livre intitulé « 8 ans de recherche, l'histoire de Céline », qui devint un best-seller en France et fut traduit dans plusieurs langues, sensibilisant un public international
à la réalité du trafic d'êtres humains et à l'importance de ne jamais abandonner l'espoir même dans les situations les plus désespérées. Le livre fut également adapté en film documentaire, qui remporta plusieurs prix internationaux et contribua à améliorer la compréhension publique de ces crimes et de leurs conséquences sur les victimes et leurs familles. Céline reçut de nombreuses distinctions pour son travail, incluant la Légion d'honneur française et le Prix européen des droits de l'homme. Mais elle insistait toujours sur le fait que sa véritable récompense était de voir d'autres survivantes reprendre le contrôle de leur vie et trouver la paix après leur traumatisme. Son histoire inspira la création de plusieurs organisations similaires dans d'autres pays européens, et elle devint une consultante respectée pour les Nations Unies et d'autres organisations internationales travaillant sur la prévention du trafic d'êtres humains. La cassette audio, qui avait été la clé de son sauvetage, fut digitalisée et intégrée dans les archives de formation des forces de l'ordre européennes, servant d'exemple de la façon dont les victimes peuvent contribuer à leur propre libération et à la poursuite de leurs ravisseurs, même dans les circonstances les plus difficiles. Aujourd'hui, près de 20 ans après sa libération, Céline Dubois continue d'être une force inspirante dans la lutte contre le trafic d'êtres humains, dirigeant une organisation internationale qui a aidé à libérer plus de 500 victimes et à démanteler des dizaines de réseaux criminels à travers l'Europe et au-delà. Le Centre Céline Dubois s'est étendu pour inclure des bureaux dans 5 pays européens, offrant des services de soutien dans plusieurs langues et adaptés aux besoins spécifiques des victimes de différentes nationalités et cultures. Son travail a contribué à l'adoption de nouvelles lois européennes sur la protection des victimes de traite, à l'amélioration des protocoles de coopération internationale entre les forces de l'ordre et à l'établissement de standards internationaux pour la réhabilitation des survivantes. Céline, maintenant âgée de 52 ans, est devenue une experte mondialement reconnue dans le domaine de la lutte contre le trafic d'êtres humains, conseillant les gouvernements, les organisations internationales et les groupes de la société civile sur les meilleures pratiques pour la prévention, la détection et le traitement de ces crimes. Sa famille, qui avait été détruite par sa disparition en 1995, s'est reconstruite autour de valeurs de solidarité, de justice et de service aux autres, avec Antoine continuant son travail de journaliste d'investigation spécialisé dans les crimes organisés et leurs parents devenant des militants actifs pour les droits des familles de personnes disparues. L'histoire de Céline a inspiré une génération de jeunes activistes et de professionnels qui travaillent dans le domaine des droits humains, et son centre de formation a diplômé plus de 1000 conseillers spécialisés qui travaillent maintenant dans le monde entier. La Peugeot 205 rouge, qui avait été retrouvée dans le garde-meuble de Clermont-Ferrand, est maintenant exposée au Musée européen de la justice à Bruxelles, où elle sert de rappel puissant de la résilience humaine et de l'importance de la persévérance dans la recherche de la vérité et de la justice. La cassette audio que Céline avait enregistrée pendant sa captivité est devenue un symbole d'espoir et de résistance, prouvant que même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain peut trouver des moyens de lutter contre l'oppression et de chercher la liberté. Chaque année, le 18 juin, anniversaire de sa disparition, Céline organise une journée internationale de sensibilisation au trafic d'êtres humains, rassemblant des survivantes, des familles, des professionnels et des militants du monde entier pour partager leurs expériences, renouveler leur engagement envers la justice et honorer la mémoire de celles qui n'ont pas survécu. Son message est simple mais puissant. Même face aux crimes les plus horribles, l'espoir peut survivre, la justice peut prévaloir et l'amour d'une famille peut transcender les pires épreuves pour créer quelque chose de beau et de significatif, qui aide les autres à guérir et à reconstruire leur vie. L'histoire de Céline Dubois prouve que parfois, de la plus grande tragédie peut naître la plus grande force pour le changement positif, et que le courage d'une personne peut illuminer le chemin vers la justice et la guérison pour des milliers d'autres.